En 1968, une équipe de tournage britannique embarque à bord du Royal Scotsman pour rencontrer son excentrique capitaine, un Américain d'âge mûr. Il s'appelle L. Ron Hubbard et il est le fondateur de la scientologie. Le mot vient de SEO, qui signifie savoir, connaître, au sens profond du terme, et ologie, qui signifie l'étude de. Donc c'est l'étude de la connaissance. C'est ce que ce mot signifie. À l'époque du tournage, Ron Hubbard est en délicatesse avec les autorités dans le monde entier. Le fisc américain est à ses trousses et ses adeptes sont accusés de pratiquer la manipulation mentale. Parfois, vous vous dites que vous êtes fou? Oh oui. Le seul homme qui ne se croit pas fou, c'est le fou. Ce ne sont pas des marins comme les autres. Ils vouent une allégeance et une dévotion totale à cet homme mystérieux qu'ils considèrent comme leur commandant. Ron Hubbard est en fuite et navigue de port en port, entouré d'une garde rapprochée de jeunes scientologues. Il baptise son équipe la Sea Org, l'organisation maritime. J'ai été invitée à bord avec une quinzaine d'autres personnes car j'avais atteint le degré le plus élevé de la formation. Anna compte parmi les tout premiers membres de la Sea Org. Ron Hubbard récompense sa loyauté en la nommant capitaine de 2 navires. Anna se souvient de Ron Hubbard comme d'un personnage complexe. C'était un homme plutôt distingué, sans signe particulier et d'âge moyen. Vous et les autres adeptes de l'Église, vous le considériez comme une sorte de sauveur? Absolument oui. Pourtant, Ron Hubbard a un côté obscur. Derrière son sourire jovial se cache un penchant pour la discipline poussée à l'extrême. Comment les adeptes étaient-ils traités à bord de ces bateaux s'ils se comportaient mal ou s'ils transgressaient les règles? D'une façon abominable. Avec le recul, je regrette vraiment d'avoir participé, même de loin, à certaines des choses qui se sont passées, et j'en ai honte. On jetait des gens par-dessus bord, pieds et poings liés, les yeux bandés, des femmes de 55 ans par exemple. Juste pour une procédure mal appliquée ou pour une mauvaise technique de conseil lors d'une séance d'audition. Ces malheureux finissent par être repêchés, mais Ron Hubbard règne en maître absolu sur son équipage. Et ceux qui osent le contrarier risquent de finir à la RPF, la Rehabilitation Project Force, une sorte de bataillon disciplinaire. Ils étaient vêtus de haillons, ils étaient sales. Ils n'avaient même pas le droit de se laver ou alors une fois par semaine. Ils devaient manger dans un seau à ordures sur le pont avec les mains. Quand j'y pense, personne ne peut justifier de n'avoir rien dit, de n'avoir rien fait. Pourtant, aucun de nous n'a bronché. Personne n'a levé le petit doigt. Bien après sa mort survenue en 1986, la culture de l'obéissance indéfectible et de la discipline absolue mise en place par Ron Hubbard s'est perpétuée sous la houlette de son successeur, David Miscavige. Que serait votre vie si vos capacités, vos émotions et votre comportement cessaient d'être entravés par tout le chagrin que vous avez accumulé? Vous seriez vous-même, libre de profiter de la vie et d'utiliser tout votre potentiel. En bref, vous auriez l'esprit clair. Tel est le but de la dianétique. Tous les jours, certaines personnes parviennent à cet état. Vous le pouvez aussi. Quand de nouveaux adeptes rejoignent l'église de Scientologie, ils apprennent la dianétique, la science de la santé mentale selon Ron Hubbard. Ron Hubbard, un auteur de science-fiction prolifique, a rédigé un texte secret en 1967. Il raconte comment un méchant seigneur de la guerre intergalactique du nom de Xenu est descendu sur Terre il y a des millions d'années et comment les esprits, les tétans de ceux qu'il a tués, sont à l'origine de la plupart des maux de l'humanité.
J'étais l'une des premières à prendre connaissance de ses écrits. J'étais censée exorciser mon corps de ses tétans, de ses esprits corporels. Je ne croyais pas à ces écrits, mais je me forçais à y croire pour ma propre survie et pour mon salut éternel. C'est la dernière fois que je l'ai vu. Liz et son mari ont quitté l'église de Scientologie. Ils n'ont plus revu leur fille aînée Fiona depuis 2005. Cette année-là, Fiona a quitté Sydney en Australie pour rejoindre la Sea Org à Clearwater en Floride. Tout ce qu'il leur reste aujourd'hui, ce sont ces quelques souvenirs d'enfance de Fiona. Regardez, c'est une fille magnifique. Et c'est la mienne. Elle ne leur appartient pas. Ils n'ont pas le droit de la priver de ses parents. C'est douloureux pour vous que Fiona reste attachée à l'église? J'aime profondément ma femme. Et je l'ai vue si souvent désespérée de ne pas avoir de contact avec sa fille. C'est une doctrine très cruelle, une politique très cruelle de séparer les membres d'une même famille en les menaçant de les expulser de l'Église. Laissez-moi vous expliquer. Lors de mon dernier voyage à Clearwater, j'ai vu Fiona Peachey dans la rue. En y réfléchissant, je me rappelle qu'il y avait 2 ou 3 cabines téléphoniques dans cette rue. Elle aurait très bien pu téléphoner à qui elle voulait. Donc, si elle voulait parler à sa mère, elle n'aurait aucun mal à le faire. J'en suis sûr. Fiona, qui a aujourd'hui 27 ans, nous a expliqué qu'elle aimait sa mère, mais qu'elle ne pouvait pas avoir de contact avec elle tant que celle-ci continuait d'insulter sa religion. Cela fait 29 ans que la famille Anderson est liée à la Scientologie. Liz et James ont passé les premières années de leur vie d'adulte à la Sea Org. Ils étaient mariés chacun de leur côté quand ils se sont rencontrés. Ils ont fui la Sea Org pour pouvoir rester ensemble et ils ont été expulsés de l'église. C'est plutôt dégradant pour un scientologue. Ils disent à vos enfants que vous êtes une personne suppressive. Après leur expulsion, les Anderson se sont efforcés d'obtenir leur retour en grâce auprès de l'Église. Après quelques années, ils ont fini par être réintégrés en tant que scientologues publics. Quand Fiona a atteint l'âge de 14 ans, la Sea Org est venue la réclamer. Vous êtes endoctrinés en tant que parents. On vous dit que ce qu'il y a de mieux pour vos enfants, pour leur salut, c'est de les retirer de l'école publique, qui est corrompue, et de les placer idéalement dans la Sea Org, ou encore de les faire travailler dans une organisation de catégorie inférieure. Craignant les conséquences si elle venait à refuser, Liz emmène sa fille à Sydney. Fiona a de très grands yeux marrons, à vous faire fondre le cœur. Elle m'a regardée, elle avait signé un contrat pour 1 milliard d'années, et elle m'a dit « Mais maman, est-ce que je pourrais rentrer à la maison ?» Je lui ai répondu « Ne m'appelle jamais pour me dire que tu veux rentrer à la maison, parce que je ne peux pas le faire. Si je t'accueillais, tu serais déclarée suppressive. » En tant que parent, j'ai transgressé toutes les règles. J'ai renoncé à la garde de notre fille. Fiona a été recrutée à la Sea Org au plus jeune âge légalement autorisé en Australie pour quitter l'école obligatoire et travailler. Je me suis effacée.
C'est ce qu'on fait quand on a été endoctriné et déclaré suppressive et qu'on passe son temps à faire amende honorable. Pour réparer mes torts, j'ai élevé une fille magnifique et je l'ai donnée à l'Église. Bon ou mauvais, j'assume la responsabilité de mes actes. En 2005, Liz et James autorisent leur fille cadette Jordan à rejoindre Fiona. Je voulais rejoindre la Sea Org depuis l'âge de 2 ans. Je passais mon temps à dire qu'un jour, je serais conseillère à la Sea Org. J'adorais l'uniforme et je voulais avoir l'honneur de le porter en tant que membre de la Sea Org. Alors j'ai signé un contrat pour 1 milliard d'années. Pourquoi recrutez-vous des enfants dans la Sea Org? En fait, nous n'en recrutons pas. Pourtant, il y a des parents qui disent le contraire. Les Anderson, par exemple, disent que vous l'avez fait. Dans leur cas, c'est vrai. Le fait est que l'Église ne pratique aucune discrimination en fonction de l'âge. À son arrivée à la Sea Org à l'âge de 14 ans, Jordan doit fournir un compte rendu détaillé de sa vie privée, ce qu'elle exigera à son tour des nouvelles recrues. Vous n'avez jamais eu de relations sexuelles? Vous ne vous êtes jamais masturbé? Vous n'avez jamais regardé de films porno? Ils décortiquent tout. Ils sont même allés jusqu'à dire « Avez-vous eu des relations sexuelles avec un animal ?» Jordan travaille au HCO, le Hubbard Communications Office à Sydney, en qualité de gestionnaire du personnel. Elle a en moyenne 3 jours de congé par an et assume de lourdes responsabilités pour un maigre salaire et avec des horaires démentiels. Une fois, j'ai passé 72 heures sans dormir. J'attendais le feu vert pour envoyer quelqu'un suivre une formation d'auditeur. 72 heures sans dormir? Et vous aviez 15 ans? Si c'est vrai, ce serait tout à fait inacceptable. La Sea Org offre le gîte et le couvert à Jordan en échange de ses longues heures de travail. Elle raconte qu'une fois, elle a été sévèrement punie parce qu'elle n'avait pas réussi à recruter un nouvel adepte. Elle a reçu l'ordre de nettoyer un container à ordures. Nous n'avions ni gants ni masques. Je portais mon pantalon d'uniforme et un vieux t-shirt. Aucune norme de santé et de sécurité au travail n'était respectée. Toutes les règles d'hygiène que je connais étaient transgressées. Je suis restée là jusqu'à 2 heures du matin. J'étais putride. Je ne pouvais pas le croire. Je ne ferais jamais ça à personne. Quand Liz apprend ce qui est arrivé à sa fille, elle est révoltée. J'étais en colère, croyez-moi. Si j'avais pu mettre une raclée à l'individu qui a ordonné à ma fille de récurer ce conteneur, je l'aurais fait. Si j'étais en colère, évidemment. Est-ce que ça m'a incité à réagir? Évidemment. Est-ce que c'est pour ça que je suis ici aujourd'hui? Oui. Ça me paraît ridicule et exagéré. Je doute que ce soit crédible, que ce soit vrai. Je ne connais pas Jordan Anderson et j'ignore quand ça s'est produit. Je ne sais pas qui était impliqué et pourquoi on aurait fait ça. À l'autre bout du monde, à Los Angeles, une autre jeune femme connaît le même sort que Jordan. Laura aussi a dû travailler de longues heures et un jour, elle aussi a reçu l'ordre de récurer un conteneur à ordures. Quelqu'un est venu me dire « Descends avec moi ». Je suis descendue, elle m'a tendu une brosse à dents et elle m'a dit « Nettoie le conteneur avec cette brosse à dents ». J'ai dit « Non, vous plaisantez. Non, je refuse de le faire ». L'une des bases les plus sécurisées de la Sea Org se trouve à Emmett, à 2 heures de voiture de Los Angeles. C'est ici que Claire est en poste, dans ses installations entourées de hautes barrières surmontées de pointes en lame de rasoir. Que vous a dit l'Église à propos de ceux qui voulaient partir? Que les gens de la Sea Org avaient renoncé à leur droit de partir. On nous l'a rappelé à plusieurs reprises. J'ai réfléchi depuis mon départ.
Et ce que je vois de plus approchant, en termes de conditions de vie et tout le reste, c'est la prison. Vraiment. Claire est arrivée à la Sea Org à l'âge de 16 ans. Elle travaille alors au Centre de technologie religieuse pour un salaire de 23 $ par semaine. Le travail était dur. Je n'ai pas de mots pour le décrire. Il y a des périodes de 2 à 3 ans pendant lesquelles, si je dormais, c'était sur une chaise de bureau ou à même le sol, ou tout au plus 2 heures dans un lit. Je ne voyais Mark que très rarement. Mark est le mari de Claire. Les longues heures de travail et un salaire de misère ne sont pas les seules formes d'abus que Claire a endurées. Elle déclare que ses supérieurs l'ont contrainte à 2 reprises à subir un avortement. L'Église nie ces allégations. Je porterai toute ma vie ces cicatrices et ces blessures émotionnelles. C'est une forme terrible d'abus qui se produit à la Sea Org. Claire raconte qu'elle a subi son premier avortement à l'âge de 19 ans. Cela faisait 2 ans qu'elle était mariée avec Mark. Cela faisait des mois que je n'avais pas été payée. J'avais pris la pilule pendant un certain temps, mais je n'en avais plus les moyens. Ils se sont assis avec moi pour me préparer. Ils m'ont dit, « Nous t'accompagnons au planning familial. Là-bas, on va te demander si tu veux te faire avorter. Tu diras oui. » L'un de mes supérieurs m'a accompagnée et m'attendait dans la salle d'attente. Je n'avais pas le choix. J'étais complètement coincée. Mon pire cauchemar se réalisait. Claire subit son second avortement à Clearwater, en Floride. Là encore, elle n'a pas les moyens de se payer la pilule contraceptive. Elle demande à parler à Mark, son mari, qui se trouve toujours sur la base de Emmett, en Californie. Je n'ai pas été autorisée à l'appeler. J'ai été obligée d'avorter. Je n'ai rien pu dire à Mark jusqu'à ce qu'on se revoie. 8 mois plus tard. C'est là que je l'ai appris. Je n'ai pas été consulté, on ne m'a rien dit, personne n'en a parlé, rien. Quelle est la politique de la Sea Org à propos des enfants? Les membres de la Sea Org n'ont pas d'enfants. Si un membre de la Sea Org veut avoir un enfant, il doit quitter l'organisation. Après avoir élevé son enfant, il peut revenir à la Sea Org s'il le souhaite. Nous appliquons la même politique depuis 20 ans. Pourquoi l'Église demande-t-elle aux femmes enceintes de la Sea Org de se faire avorter si elles veulent rester dans l'organisation? C'est absolument faux. Je nie catégoriquement cette allégation. Ce n'est pas la politique de l'Église. L'Église de Scientologie ne dit en aucun cas à une femme ce qu'elle doit faire de son corps, de son enfant, de sa grossesse, de sa famille. Laura a 12 ans quand elle rejoint la Sea Org à Los Angeles. Elle raconte qu'une supérieure hiérarchique l'a contrainte à avorter 5 ans plus tard. Elle a commencé par m'expliquer qu'à ce stade, le bébé n'avait pas de tétans, comme ils disent. C'est-à-dire que c'est un corps dépourvu d'âme. Elle m'a dit, si tu pars, ce serait préjudiciable pour l'organisation. Ton poste, ton travail sont très importants. Nous n'avons personne d'autre pour te remplacer. Elle m'a poussée à bout. J'ai fini par céder et par avorter. Ce n'est pas le seul aspect dérangeant à propos de la Sea Org. Quand les membres de l'organisation transgressent les règles, ils encourent la RPF, la Rehabilitation Project Force, le centre de redressement de la scientologie. En 1978, après avoir consacré de nombreuses années de sa vie à l'Église, Anna est consignée par Ron Hubbard à la RPF en raison d'une mauvaise prestation lors d'une séance d'électropsychomètre, l'outil controversé de la scientologie.
J'ai été emmenée de force par 2 hommes costauds et enfermée dans une pièce sans fenêtre. Je suis restée confinée pendant 2 jours et 2 nuits. J'ai cru devenir folle. Selon eux, c'était une période de relaxation. L'une des premières tâches assignées à Laura au sein de la Sea Org consiste à envoyer ses coreligionnaires à la RPF. Elle a 12 ans à l'époque. Plus tard, elle devra y séjourner aussi. Qu'est-ce que ça vous fait de vous retrouver ici? J'en suis malade. C'est éprouvant pour les nerfs de revoir ce bâtiment. C'est ici que j'ai été retenue prisonnière pendant 3 ans. Les 3 dernières années que j'ai passées à la Sea Org. J'étais tenue à l'écart des autres à la RPF. Où est la RPF? Montrez-moi. Dans cette zone, juste là. Les dortoirs sont au 2e étage. Combien de personnes dorment là? Ça dépend de la dimension de la pièce, mais ça peut aller jusqu'à 40 personnes. Peta est australienne. Elle a quitté la scientologie en 2009. Elle raconte qu'en 1997, elle a été consignée ici, à la RPF de Dundas, dans la banlieue de Sydney. Vous êtes autorisé à étudier pendant 5 heures et ensuite vous passez le reste de la journée à nettoyer et à accomplir de lourdes tâches. N'oubliez pas que vous êtes très endoctriné à la Sea Org. Alors quand on vous donne une pioche et un maillet et qu'on vous dit d'aller casser des cailloux, vous vous exécutez au pas de course. Ça m'a l'air très dur. Très dur. Je me trompe ou est-ce qu'il y a une RPF dans la RPF? Ça s'appelle la RPF de la RPF, en effet. Qu'est-ce que c'est? C'est le fond du fond. Même les autres condamnés à la RPF ne sont pas autorisés à vous adresser la parole. Il n'y a aucune communication. Le programme de réhabilitation RPF est un programme de l'ordre religieux de l'Église qui permet aux membres de la Sea Org qui se surmènent, qui font un burn-out, qui échouent, qui sont incapables d'obtenir de bons résultats dans leur travail, de se porter volontaires pour bénéficier d'une période de réflexion, de réhabilitation, de rédemption, de pardon au sein de la religion, au lieu d'être exclu de l'ordre religieux de l'Église. En fait, c'est une punition. Absolument pas. La RPF est une tradition religieuse ancienne, pratiquement aussi ancienne que les ordres religieux eux-mêmes. Lors de contacts précédents, vous l'avez décrite comme une retraite religieuse personnelle. C'est exact. Tommy Davis dit que la RPF est une retraite religieuse personnelle. Une retraite religieuse personnelle? Il a des hallucinations? Demandez-lui ce qu'il a pris comme drogue. Oh, you got hiccups, huh? C'est lorsqu'il est menacé d'être envoyé à la RPF que Mark décide de quitter la base sécurisée de Emmett en Californie. Il s'enfuit à moto. Sa femme Claire le rejoint peu après. Mark raconte que depuis qu'ils ont quitté la Sea Org, ils sont poursuivis et espionnés. Je roulais sur Sunset Boulevard à Hollywood quand j'ai remarqué une Ford F-150 qui me suivait. Lors du tournage à Los Angeles avec Mark, un soir, tard, une voiture nous prend en filature. Je suis parti en 2005 et ça fait plus de 4 ans que je suis pris en filature par des détectives à la solde de la scientologie. Ça fait bizarre. Un détective privé me suit quand j'amène mes enfants à l'école. Certains sont venus sur mon lieu de travail. Ils ont campé devant chez moi, jour et nuit. Ils ont même fouillé dans mes poubelles. Une demi-heure plus tard, de retour à notre hôtel à West Hollywood,
nous reconnaissons le véhicule garé devant la porte. Allons vérifier si c'est la même voiture et les mêmes plaques. Je peux vous dire que oui. Il y a un homme au volant. C'est le détective qui nous a suivis toute la soirée. Est-il possible qu'un avocat de l'Église ait recruté un détective pour suivre notre équipe et Mark Hedley pendant le tournage? Est-ce que c'est possible? Je ne peux rien dire à ce propos. Je ne peux pas. Je ne sais pas quoi dire, je ne peux pas vous répondre. Je ne suis pas au courant, alors je ne peux pas répondre. En 2009, Liz et James finissent par perdre patience. Fiona est partie pour de bon. Ils veulent tout faire pour ne pas perdre Jordan aussi. Ils ont appris que Jordan, qui n'est pas heureuse à la Sea Org et qui souhaite partir, allait quitter l'Australie et être transférée en Floride le jour suivant. Comment avez-vous réagi? J'ai dit, il est hors de question que ça se passe comme ça. Un point, c'est tout. J'étais hors de moi. Je n'allais pas mettre de gants. J'ai dit, ça ne se passera pas comme ça. Liz Anderson fixe un ultimatum à l'Église pour qu'elle laisse partir sa fille, se rend à Sydney et patiente dans sa voiture pendant 4 jours jusqu'à ce que Jordan apparaisse. Jordan raconte que pendant ce temps, elle subissait un interrogatoire et plusieurs contrôles de sécurité. Ils m'ont interrogé pendant plus de 12 heures d'affilée. Ils essayaient de savoir ce que j'avais pu raconter sur l'Église. Finalement, ils la laissent partir. Jordan se précipite dans les bras de sa mère à minuit moins 10. Liz n'oubliera jamais ce moment. Je n'arrivais pas à le croire. Ma fille était là. Ça y est, mon Dieu, nous sommes libres.